Acheter un ticket à gratter, transpirer sur une partie d'échecs acharnés, ou même hurler à plein poumon dans des montagnes russes, quand on y réfléchit bien, est-ce que toutes ces activités, qui semblent n'avoir rien en commun, relèvent fondamentalement du concept de jeu ? C'est une question absolument fascinante. Bienvenue dans cette exploration où l'on va décortiquer ensemble les véritables mécanismes de ce que signifie l'acte de jouer. Allez, on plonge directement là-dedans avec un ouvrage majeur, publié en 1958, Les jeux et les hommes, de l'éminent sociologue Roger Caillot. On a très souvent tendance à imaginer le jeu comme un simple passe-temps, une petite frivolité complètement déconnectée de la vie sérieuse. Mais cette analyse propose un changement de paradigme radical. Le jeu y est redéfini non pas comme une futilité, mais comme un pilier absolument essentiel de notre civilisation, une force primordiale qui sculpte les sociétés humaines. Au programme de notre analyse aujourd'hui, 1. La définition du jeu. 2. L'esprit de compétition ou agon. 3. Le verdict du destin, l'aléa. 4. L'art du simulacre, la mimicrie. 5. La poursuite du vertige, l'ilinx. Et enfin, 6. De la turbulence au ludus, un beau parcours pour tout comprendre. Première étape de notre parcours, 1. La définition du jeu et comment déconstruire nos idées reçues. Alors, comment est-ce qu'on définit réellement un jeu ? Contrairement à d'anciennes définitions qui excluaient les paris sous prétexte que le jeu devait être totalement dénué d'intérêt financier, cette théorie regarde la réalité économique en face et pose 6 règles inflexibles. L'activité doit être libre, elle doit être séparée, isolée dans le temps et l'espace, son issue est obligatoirement incertaine, elle est improductive, car oui, même en jouant de l'argent au casino, on ne crée aucune richesse nouvelle, on ne fait que la transférer, et enfin elle doit être soit réglée, soit fictive. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe super intéressant, une partie d'échecs a des règles hyper strictes mais n'a rien de fictif. A l'inverse, jouer au pirate, c'est de la pure fiction, mais sans code strict. C'est vraiment l'un ou l'autre. On passe à notre première grande catégorie. 2. L'esprit de compétition, l'agon ou le champ de bataille du mérite. C'est ici que s'exprime cette volonté acharnée de prouver qu'on est le meilleur. Ce concept, c'est l'agon. La dynamique est simple mais puissante. On crée artificiellement une égalité de chance parfaite dès le départ. Aucun avantage extérieur ne doit venir fausser la partie. Tout repose sur le mérite pur, l'effort, l'entraînement et la discipline. Les rencontres sportives ou les échecs en sont les exemples parfaits. Mais attention, ce besoin n'est pas du tout exclusif aux humains. Observez des jeunes chiens qui chahutent sans se blesser, ou des oiseaux qui s'affrontent selon des règles tacites. Ça prouve bien que cette soif de compétition équitable s'enracine profondément dans la nature même. Ce qui nous amène à la catégorie suivante. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec cette étape, c'est qu'elle prend tout ce qu'on vient de dire et l'efface complètement. 3. Le verdict du destin, l'aléa. L'aléa, c'est le mot latin pour le jeu de dés, et c'est l'exact opposé du mérite qu'on vient de voir. Ici, l'intelligence, les muscles, l'inégalité naturelle, tout est balayé. Devant la roue d'une roulette ou les numéros d'une loterie, on est figé, entièrement passif. La réflexion est inutile, c'est un phénomène presque sociologique où l'on s'abandonne purement et simplement, et où seul le verdict aveugle de la fatalité décide du vainqueur. Si on met ces deux concepts face à face, le contraste est saisissant. D'un côté, l'agon exige une responsabilité active, un effort constant et une logique de faire. De l'autre, l'aléa réclame une démission totale, un abandon muet et passif au destin. Et pourtant, de manière assez magique, ces deux opposés ont la même fonction profonde. Offrir une bulle de justice parfaite, qu'elle soit basée sur un mérite indiscutable ou sur une chance incorruptible, poursuivre un peu le chaos du monde réel. Troisième grande catégorie, 4. L'art du simulacre, la mimicrie et le pouvoir de l'illusion. Là, on oublie complètement l'idée de victoire ou de hasard. La mimicrie, c'est la joie débordante de la simulation. C'est cette capacité incroyable de dépouiller temporairement sa propre identité pour enfiler celle d'un autre. Un gamin qui joue au pirate n'essaie pas de mentir, il accepte l'illusion avec bonheur. L'acteur de théâtre accomplit le même miracle sur scène. Et le texte fait une comparaison biologique éblouissante. Le mimétisme des insectes qui se fondent dans la nature pour se camoufler, ça répond à ce même besoin organique et primitif de s'effacer pour devenir l'autre. Quatrième catégorie. Et ce qui illustre brillamment ce point, c'est l'idée de perdre le nord volontairement. 5. La poursuite du vertige, ou l'ilinx. Certains jeux se fichent de la logique, de la chance ou du déguisement. Ils visent une expérience sensorielle pure et brutale. Le texte appelle ça « ilinx », un mot grec pour « tourbillon ». Le but est de détruire momentanément notre stabilité, de s'infliger une sorte de panique délicieuse des sens. Les exemples sont fous. Les derviches tourneurs, les rituels des voladeurs mexicains plongeant dans le vide, ou juste des enfants qui tournent sur eux-mêmes jusqu'à en perdre l'équilibre. Et aujourd'hui, on a littéralement construit des montagnes russes, d'immenses machines industrielles juste pour nous dispenser ce vertige à grande échelle. Maintenant qu'on a nos 4 types de jeux, voyons comment ça s'organise avec la partie 6, de la turbulence au ludus, le grand spectre du jeu. Bien entendu, nos 4 catégories n'existent pas dans le vide, elles s'étalent sur un grand spectre.
Tout à gauche, on trouve la paidia. C'est l'instinct de jeu à l'état sauvage, une fantaisie spontanée, une turbulence non maîtrisée et complètement anarchique. Cette exubérance primaire, on la voit quand un bébé secoue un hochet dans tous les sens, ou quand un chat attaque frénétiquement une pelote de laine. C'est le plaisir brut, le chaos pur, juste pour célébrer le mouvement. Donc le point crucial ici, c'est de comprendre comment l'humanité a réussi à dompter cette énergie sauvage. C'est là qu'arrive l'autre bout du spectre, le ludus. Le ludus, c'est notre tendance à discipliner le jeu avec des conventions qui sont, au fond, des obstacles totalement arbitraires. On dresse intentionnellement des murs sur notre propre route juste pour la satisfaction de les franchir. Construire un puzzle géant, lutter contre le vent pour faire voler un cerf-volant ou transpirer sur des mots croisés, c'est se créer de la difficulté sur mesure pour savourer un triomphe purement intellectuel. Cette évolution révèle une tension permanente incroyable dans la nature humaine entre le chaos spontané de la paidia et les calculs froids et délibérés du ludus. On passe littéralement d'un univers fruste, régi par des élans incontrôlables, à un univers administré, structuré, qui exige un véritable effort moral. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule et forme une synthèse géniale. En croisant nos 4 catégories avec notre spectre, on obtient la cartographie ultime de l'activité ludique. Une course chaotique d'enfants, lagon en mode paidia, devient, avec la discipline du ludus, une épreuve ultra réglée des Jeux Olympiques. Un gamin qui fait des grimaces, mimicries en paidia, se transforme en acteur de théâtre de haut niveau. Chaque impulsion primaire de jeu peut être éduquée et sophistiquée. C'est brillant. Pour conclure, cette fameuse matrice nous laisse avec une réflexion vraiment vertigineuse. Si notre politique, nos lois, nos marchés boursiers fonctionnent sur des règles d'équité ou de hasard, et si nos arts imposent des conventions créatives exactement comme les règles qu'on invente pour s'amuser, alors les piliers même de notre civilisation ne sont-ils pas construits avec la même psychologie que nos jeux d'enfants, juste avec des conséquences beaucoup plus lourdes ? Le jeu, loin d'être une petite récréation, c'est en fait l'outil primordial qui nous enseigne l'acceptation de l'échec et qui bâtit littéralement l'ordre social. Une idée très forte à garder en tête la prochaine fois que les dés seront jetés.